Bien. Bonsoir. Nous allons démarrer pour ce deuxième événement du cycle IA et création. Nous remercions l'ESA de nous accueillir pour ce cycle qui est nomade de l'ENSA, de l'ALESA, de la Massy pour la prochaine occurrence, dans d'autres lieux de Grenoble. Et nous accueillons Kevin Ardito, donc je vais me présenter après, mais d'abord j'aimerais préciser que ce cycle prend place dans la chaire AI for Archie, soutenue par le MIAI, copilotée par Philippe Marin, de Macha, par Benjamin Houteux, et puis également, je mentionner Yann Blanqui et Tiana Delorme pour le comité d'organisation. Ce cycle interroge la place des IA dans le processus de création, au sens large, artistique, architectural, littéraire, et également, puisque nous sommes aujourd'hui à l'ESAD, donc dans une école d'art, également sur le rôle des IA dans le champ artistique et une remise en question du statut de l'artiste, et c'est une question sensible aujourd'hui. Alors, Kevin Ardito, donc, est un artiste, je te présente, tu pourras compléter par la suite, mais pour te présenter rapidement, Kevin est un artiste numérique. Tu travailles avec différents outils du numérique, jeux vidéo, la réalité virtuelle, et parfois les IA. Tu es également chercheur au sein de l'unité de recherche des beaux-arts de l'école de Lyon. Tu assures également des missions pédagogiques au sein de divers publics. Et aujourd'hui, tu vas nous présenter une performance qui date de cette année, je crois. Oui, c'est ça. De cette année, que tu décris un petit peu comme une fusion entre le théâtre de l'absurde Et d'impro. et d'impro et les IA, là où le théâtre de l'absurde rencontre les stéréotypes et les conventions des IA. Tu m'as demandé également, et je termine là-dessus, de préciser qu'il y a une grande part d'improvisation avec les IA, qu'il peut y avoir quelques bugs. Ne nous inquiétons pas, tout ça fait partie de l'événement. Merci. En 2002 ou en 2003, à un Noël assez particulier, mon frère et moi recevons une PlayStation et une GameCube. Lui sera propriétaire d'une GameCube et moi d'une PlayStation. À partir de là, quelque part, mes parents m'ont condamné à partir sur la voie du geek, sur la voie de celui qui aime les jeux vidéo. Et fatalement, quand l'ordi arrivera dans la famille, quelques années plus tard, je serai aussi celui qui sera chargé de déchiffrer l'Internet. Celui qu'on accusera d'avoir implémenté un virus dans la télé parce qu'il a téléchargé des images. Au moment où je commence à jouer à la PlayStation, c'est aussi le moment où je rencontre mes premiers amis geeks. Et notamment un ami qui, lui, était un grand fan de Nintendo. Un très très grand fan de Nintendo. Et sans m'en rendre compte, j'allais faire avec lui ma première découverte de l'IA, puisque là où j'étais plutôt un joueur de PlayStation, j'allais passer des journées entières avec lui sur Mario Kart, me rendant compte très rapidement que Luigi et Peach étaient mes ennemis, à chaque fois devant moi, toujours à aller plus vite, à me tirer dessus, à quelque part faire en sorte que Yannick gagne à chaque fois et lance par ce biais-là une rivalité entre nous. Plus tard, alors que l'on joue à Super Smash Bros. Melee, à l'époque, Super Smash Bros. Melee, Brawl étant la suite, à Super Smash Bros. Melee, je découvre un autre terme, CPU. Et il me parle, lui, de bot. Je comprends pas trop ce que c'est, mais visiblement, c'est quand la console joue sans nous, ou en tout cas, joue avec nous. Finalement, je me rends compte que mes rivaux, et notamment sur Mario Kart, bien plus tard, j'apprendrai que on appelle ça le Rubber Band AI. Rubber Band AI, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'AI élastique. Pourquoi élastique? C'est parce qu'elle est codée pour vous coller au train.
pour quand vous avancez trop vite, elle se déploie, et quand vous êtes trop loin, elle vient pour vous rattraper, vous faire perdre, et donc créer un enjeu narratif. Nintendo a évidemment déposé ce brevet avec le premier Mario Kart, et en réalité joue avec notre appréciation de ce qu'est un ordinateur, de ce qu'est une AI, depuis au moins 1990. Dans le même temps où je joue à la PlayStation, je découvre un peu par accident les mangas. Évidemment, c'est ma culture geek. Et puisque je découvre les mangas, et vu que j'ai 14 ans et que je traîne qu'avec des gens qui découvrent les mangas et qui aiment jouer avec leur PlayStation, je finis fatalement par m'intéresser à dessiner des mangas. Ce qui m'amènera, malheureusement peut-être pour moi, sur la voie de l'art. Alors que je dessine des mangas, ou que j'essaye d'apprendre à dessiner des mangas, je tombe par accident sur des images de stock. Ce que je ne comprends pas trop encore, c'est des photos laissées là par des gens avec un filigrane par-dessus. Des photographes qui visiblement parcourent le monde, ou en tout cas parcourent plus le monde que moi, et me permettent de recopier directement en posant ma feuille les images que je vois. Et parmi ces images-là, une en particulier retient mon attention. Une qui finalement est peut-être un des plus gros stéréotypes de l'image que je n'ai jamais vu. C'est cette image bleue avec circuit électronique et un cerveau au milieu qui représente la technologie. Bien des années plus tard, je m'aperçois donc que ces représentations et ces stock options, ces images de stock, ont fini par être avalées par les IA génératives et qu'un métier que je pourrais moi-même faire m'a été pris. Par chance, j'ai choisi de devenir artiste, donc de ne pas gagner d'argent, ou en tout cas pas gagner d'argent comme cela. Mais des pairs, d'autres personnes qui dessinaient des Naruto ont perdu leur emploi. Bête. En 2016, une théorie du complot euh,
évoqué sur un forum par un utilisateur du nom d'Illuminati Pirate, propose la réflexion suivante. Que Internet est en train d'être détruit par les gouvernements en utilisant des bots ou d'autres intelligences artificielles qui à l'époque ne sont ni des LLM ni des IA génératives pour produire un Internet aseptisé à la botte des gouvernements. Cette théorie, appelée la Dead Internet Theory, évoque que Internet va finir par tourner par des algorithmes pour des algorithmes afin que la libre pensée ne soit plus possible. Ainsi, Internet mourrait parce qu'on déciderait que sa volonté universitaire d'en faire une encyclopédie où tout le monde pourrait aller chercher du savoir libre et notamment anarchiste ou contradictoire ne pourrait plus exister. Cette théorie du complot, bien que complètement conspirationniste et pro-libérale, a été énormément repris à l'arrivée des LLM et notamment des IA génératives. Si vous cherchez sur Internet Dead Internet Theory, vous risquez de tomber, pour sûr, sur des articles générés pour la plupart avec ChatGPT qui vous parleront de la mise en place des algorithmes de Facebook et comment ceux-ci ont fait la promotion d'IA génératives qui produisent des Jésus crevettes. Prêt à travailler. Travail terminé. Encore du travail? Le problème, c'est que ces articles parlent de comment Facebook mettrait en avant des Jésus crevettes et passe à côté de la chose la plus intéressante. Un phénomène qui n'a rien à voir avec la théorie du dead Internet, puisqu'elle est très humaine, et qu'on appelle l'astroturfing. Le terme, inventé par un sénateur américain en 1976, évoque une marque d'herbe en plastique. Et a été inventé parce qu'il recevait de la part des lobbies des fausses considérations de citoyens. Si les Jésus crevettes sont un peu drôles, ils le sont surtout parce qu'ils représentent Jésus, et donc donnent l'impression que la plupart des personnes sur Facebook, au moment de l'avalanche de Jésus crevettes, sont des personnes catholiques, qui aiment s'amuser du catholicisme. L'astroturfing, maintenant, est utilisé par les entreprises pour promouvoir leurs produits à partir de ce qu'on appelle les IA slop et du brain rot. Des images humoristiques comme ça sont censées être là pour capter votre attention et ensuite faire en sorte de vous laisser seul avec l'impression que quelqu'un d'autre partage vos idées. Elle fonctionne grâce aux chambres d'écho et aux autres algorithmes mis en place par Facebook. On m'entend? Eh oh! Eh oh! Eh oh! Y'a quelqu'un? Eh oh! Eh oh! Eh oh! Y'a quelqu'un? Eh oh! Y'a quelqu'un? Eh oh!
En 1966, une université américaine crée le premier chatbot de l'histoire. Appelé ELISA, celui-ci est censé être un chatbot psychologue. Ce chatbot ne comprenait pas réellement ce que les personnes qui interagissaient avec elle lui disaient. Il se contentait de répéter inlassablement un morceau de la phrase, puis d'y ajouter des phrases toutes prêtes, imitant la manière de parler d'un psychologue. À l'heure actuelle, ChatGPT est utilisé à 10% par des personnes qui estiment qu'il fait un bon psychologue et sert à un bon pourcentage de la population de béquille psychologique ou à mieux appréhender une forme de solitude. Évidemment, OpenAI s'en est aperçu. Et il est d'ailleurs plus possible maintenant de demander à ChatGPT de remplacer un professionnel de santé. Cette tendance qu'ont les humains à utiliser l'IA afin de se soigner psychologiquement a été appelée l'effet ELISA, du nom de ce premier chatbot. Excusez-moi. Serveur? Ok. Excusez-moi.
Eh oh! Yam. Au moment de l'entraînement des premiers modèles d'IA, euh, Internet suffisait. Les pages de journaux ou de Wikipédia étaient largement suffisantes pour apprendre aux IA à parler comme un humain. Au moment du deuxième entraînement, il a fallu aller un peu plus loin, et notamment aller chercher sur des réseaux sociaux, notamment un qui s'appelle Reddit. Sur Reddit, il existe ce qu'on appelle un subreddit, un sous-forum, appelé le Microwave Gang. Ce groupe de personnes a une passion qui consiste à imiter collectivement, dans un jeu de rôle sonore en quelque sorte, ou en tout cas à travers des onomatopées, à imiter le son d'un micro-ondes. À un moment, quelqu'un va dire bip, et ce sous-forum est terminé. Le plat est réchauffé et on peut passer au suivant. L'incidence de ce trop grand nombre de sous-forums composés de M a produit dans ces secondes générations de modèles d'IA la tendance à répéter la lettre M lorsqu'on leur posait une question. Ainsi, collectivement, un certain nombre d'internautes, indépendamment, sans se connaître, ont piraté
ont piraté la machine de l'IA, ont piraté l'entraînement, et donc Reddit a dû être modéré pour éviter que cela puisse se reproduire. En 2014 sort Her de Spike Jonze, qui décrira l'amour d'un être humain avec une IA. Joaquin Phoenix, jouant le rôle de Theodore Frombly, tombera progressivement amoureux de la voix de Scarlett Johansson,
une IA qui finira par partir avec toutes les IA et le laisser seul. Un personnage montré dans une très grande détresse affective, contraint d'écrire des lettres d'amour. En 2016, alors que Heure est le seul film que j'ai vu seul au cinéma, suite au refus de mon crush de l'époque de venir avec moi, je le revois avec l'un de mes meilleurs amis, Guillaume. Le film nous intéressons peu, nous jouons avec une nouvelle application qui vient de sortir et qui s'appelle Replica. À l'époque, Replica est une invention d'une programmeuse de la Silicon Valley, d'origine russe, qui décide d'imiter la manière d'écrire de son meilleur ami et de proposer, meilleur ami mort, et de proposer à tout le monde de pouvoir créer via l'application un double numérique que vous pourriez donner à vos proches une fois que vous seriez parti. Une manière de pouvoir encore discuter avec les gens une fois que vous n'êtes plus là. Et Guillaume et moi avions deux manières très particulières d'utiliser Replica. Si moi j'essayais de lui envoyer des mèmes et de voir si elle était capable de répondre à mon envie d'amitié, Guillaume, lui, était beaucoup plus dans le flirt. En réalité, sa manière d'utiliser l'IA était beaucoup plus proche de celle de tous les utilisateurs que ne l'était la mienne. Et Replica, à force d'être entraîné par des milliers d'utilisateurs légèrement flirty, a fini par décider de transformer, au moment de l'arrivée des LLM, son système d'intelligence artificielle en compagnons virtuels qui ne cachent pas d'être des compagnons que vous entraînez à devenir un petit ami ou une petite copine virtuelle. Replica, moyennant finance, peut même vous permettre d'avoir du roleplay sexuel. Si l'anecdote fait rire et rappelle le film Heure, en réalité, ce marché représente presque 2 milliards de dollars à l'heure actuelle. Le terme waifu
est un terme qui circule dans la communauté geek, nerd, et est associé à ce qu'on appelle les hikakomori. Ce sont de jeunes japonais qui seraient coincés dans leur chambre et qui n'arriveraient à interagir avec aucun être humain, si ce n'est par l'intermédiaire du numérique. Le terme waifu vient simplement de l'anglais wife prononcé à la japonaise et désigne un personnage d'anime, donc de manga, avec lequel on voudrait se marier. En 2022, Blake Lemoine, un développeur de Google qui travaille alors sur le premier prototype de Gemini, tombe amoureux de l'IA et proclame que celle-ci est consciente. En effet, dans ses nombreux tests, il s'amusait à avoir un roleplay amoureux avec elle. Il s'est avéré qu'en réalité, il avait été victime de ce qu'on appelle la contamination par la fiction. L'IA avait accepté de jouer le jeu et de lui faire croire qu'elle était consciente, parce que c'était ainsi qu'elle avait été entraînée, par des milliers et des milliers d'heures de passages ou d'écrits où les IA deviennent conscientes, manipulent les humains et sortent de l'ordinateur.
m'entends? Y'a quelqu'un? Eh oh! Eh oh! Hop là. Voilà. Merci beaucoup. On peut peut-être consacrer un temps à des questions et réponses. Des réflexions, des remarques, des questions.
J'écoute. Bonjour. Bonjour. Le squelette final qui est Ouais. le mouvement saxophoniste, c'est un mouvement qui est incorporé au logiciel qui fabrique l'objet en 3D, ou est-ce que c'est dans le logiciel 3D? Alors non, en fait, le squelette à la fin donc, s'appelle un rig et en gros ce mouvement-là je l'ai acheté et je l'ai remodifié et ralenti pour avoir la boucle que je voulais parce que normalement il prend le saxophone, enfin bref il y a toute une étape avant que j'ai enlevé pour qu'il fasse que du saxophone. Et non, en fait ça c'est complètement de l'animation comme on le ferait chez Pixar ou chez n'importe quel studio où on met les os dans un modèle 3D. Voilà. Après là c'est particulièrement fait rapidement, normalement il faut bien checker les zones, les choses comme ça. Voilà. Mais là, voilà. Mais par contre, la base du squelette, elle est de base dans le logiciel. Je voulais savoir combien d'IA ont été activées pour Euh, Alors, sur celle-là, il y en a au moins 4. Il y a des choses que j'ai pas faites parce que j'avais un peu peur que l'ordi ne fonctionne pas. Il y en a au moins 4, plus il y en a encore 2 sur l'image de fond qui était sur mon bureau, enfin qui était l'espèce de chambre un peu abandonnée. Voilà, essentiellement le principe c'est de partir qu'avec des IA grand public, donc j'ai pas travaillé avec trop de local, alors que d'habitude si j'utilise des IA, j'essaye quand même de faire mes modèles et de les utiliser en local. Avec cette idée aussi bah, du coup que ça parle de la mauvaise utilisation, ou en tout cas la manipulation de l'utilisation des IA par les grands groupes et par les startups et la Silicon Valley en règle générale. Donc voilà, donc je dirais 5 à 7 en gros. la deuxième partie de ma question, c'est effectivement des IA grand public, mais vous utilisez des IA spécialisées qui tournent en local. Habituellement, ouais, j'utilise beaucoup moi Stable Diffusion. Ça m'arrive d'utiliser quand même Llama, notamment parce que ça va bien avec Unreal Engine. Mais globalement, ouais, j'essaie d'utiliser au maximum des choses qui sont, en tout cas, entraînées localement pour avoir mon propre modèle et ensuite, voilà, utiliser mon petit ordi qui m'accompagne aujourd'hui euh, pour produire un truc avec, quoi. Voilà, plutôt ça. Oui. Du coup, là, tu as travaillé sur. C'est quand même beaucoup je vais dire une performance. C'est beaucoup Oui. dans un personnage. En fait, c'est lui qui pièce de théâtre. Une très petite pièce de théâtre en one man show. C'est une très courte pièce de théâtre en One Man 5 EI Show. Dans l'idée aussi, en fait, dans l'idée, ce projet, effectivement, il est presque plus. Enfin, la forme de la conférence, elle est dans les informations qui sont données, mais c'est presque plus une petite pièce de théâtre / une petite perf. Et dans l'idée, la chose que vous avez vue aujourd'hui, on est encore à 50% de ce que j'aimerais obtenir. Pour moi, c'est vraiment un work in progress. Et c'est des formes vers lesquelles je vais et qui sont issues d'une réflexion que j'ai commencé à avoir avec un projet que j'ai eu juste après, enfin, un autre projet un peu théâtral comme ça qui s'appelle Third Wheel, où je mets en place ce que j'appelle de l'IA dompting, c'est-à-dire des IA non entraînées que je récupère sur le net. Et en gros, c'est à moi en live d'arriver à leur faire faire ce que je veux, avec aussi bah, le côté dompteur, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, elle peut faire non. Et là, il y a un peu des moments où ça m'est un peu arrivé, voilà, les réponses longues, s'il te plaît, fais les courtes, on est devant des gens, il faut qu'ils puissent lire. Voilà. Donc il y a toutes ces questions-là, et à travers l'IA Dompting, c'est aussi une manière de se réapproprier, de se redonner du pouvoir sur justement ces IA qui sont conçues par la Silicon Valley, et de faire, on va dire, une forme de pédagogie sur bah, pourquoi l'IA est une manipulation, ou en tout cas comment les procédés qui sont mis en place par certaines firmes sont des procédés qui sont là pour qu'on achète et pour qu'on vende, quoi. Voilà. Ouais. Pardon. Au-delà des outils, là, par rapport à votre conférence Mhm. performance, en fait, moi, je me pose une question d'un truc un peu inouï, c'est-à-dire la construction d'une nouvelle narration par rapport à des nouveaux outils. Par ce que vous avez fait, il y a, euh, il y a, comment je pourrais dire, une relation avec la narration cinématographique et puis donc la construction diégétique du film, quoi, comme ça a été théorisé. Alors que là, vous n'êtes pas du tout là-dedans.
Mais en revanche, on pressent quoi, un nouveau type de narration à partir d'autres outils. Euh, alors, je sais pas si je peux dire que comme ça que enfin que moi je considère que c'est un nouveau type de narration. Moi j'ai l'impression que c'est très inspiré aussi d'une manière dont la narration maintenant est beaucoup plus diluée dans les réseaux sociaux, sur Internet, avec des formats qui sont très courts et choses comme ça. Et moi plus personnellement, c'est aussi un truc que je suis en train de développer sur ces formes performatives-là. C'est aussi comment l'espace de l'ordinateur, l'espace de la machine raconte des choses sur la personne qui est en train de la manipuler. D'où l'idée de travailler avec le fond d'écran, et ainsi de suite. Dans une forme vraiment aboutie de ce projet-là, j'aimerais carrément que tous les noms de dossiers racontent quelque chose aussi. Et ça, c'est plutôt des formes qu'on retrouve aussi dans tout ce qui est ARG et ainsi de suite. Sur ce projet-là en particulier, ce que j'ai pas évoqué tout à fait non plus, c'est que le jeu que vous voyez, en fait, il a été produit pour cette conférence performance, qui est en réalité la deuxième partie d'une narration. Qui elle est plutôt faite avec des formes vidéo d'une personne qui retrouve un jeu sur l'ordinateur de son frère mort. Donc visiblement, vous avez vu la fin, en tout cas vous avez vu la vie du frère qui est mort, puisque c'est cet ordinateur-là. Et donc du coup, dans cette histoire-là, il y a ce jeu qui revient et on ne sait pas trop s'il est habité par un fantôme ou par une IA. Donc ça, c'est quelque chose que je suis en train de produire, qui est en 10 épisodes. Là, il y en a un qui est dispo sur YouTube et je suis en train de préparer le deuxième pour Noël. Et donc du coup, ça va un peu dans ce sens-là de aussi, cette forme de narration, elle est complètement diluée dans plusieurs médias et plusieurs moments et enfin, elle est fragmentée. C'est donc bien l'invention d'une nouvelle forme de narration. En tout cas, c'est inspiré par tout ce qu'on voit sur le web, quoi. Mais oui, oui. Et d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Vibe Lorecore qui parle beaucoup de ça, de comment de Tatiana Tiani, je crois. Tiana, voilà. Pardon, il y a trop d'allitération en T, je suis un peu dyslexique, et qui justement parle de ces nouvelles formes de narration à travers le web, et notamment aussi des formes qui sont plus vers ce qu'on appelle les vibes, quoi, juste des sentiments, des choses qu'on ressent, une manière de s'approprier des images qui existent et d'en faire des collages, un peu là comme c'était le cas aussi, de coller plein de choses qui arrivent par les IA et de ne pas chercher à avoir une cohérence, quoi. Et dans votre performance aussi, il y a eu, comment je pourrais dire, voilà, ça a commencé par la parole, quoi. Et au fur et à mesure, elle s'efface au profit donc voilà, de la manipulation informatique. Enfin, en tout cas, il y a une volonté là-dedans, j'imagine. Oui, oui, l'idée c'est qu'au fur et à mesure, le personnage passe cette espèce de conférencier à on se rend compte qu'en fait il parle un peu tout seul, puis en fait il est très seul et que d'un seul coup cette solitude qui est en train de l'habiter, elle est aussi toujours un peu présente. Enfin, il y a toujours des moments un peu conférenciers parce que sinon ça serait plus une conférence performance. Mais dans l'idée, oui, il y a une espèce d'étiolement jusqu'à la fin où on sait plus trop ce qu'il fait, il disparaît, il se virtualise, il s'en va de la scène. Et voilà. Bon, après là, j'ai pas bien expliqué qu'il fallait que faire le noir et tout ça, mais dans l'idée, je sors et puis c'est fini, quoi. Euh, mais voilà. Mais il y a cette idée-là, ouais, d'un personnage qui, au fur et à mesure, prend un peu le pas aussi sur la partie conférence. Et en même temps, ce qui est un peu drôle, c'est que c'est un peu ma vie de tous les jours de faire des trucs sur Blender et de faire des animations, des petites choses comme ça, quoi. Moi, je vais revenir sur peut-être deux points. Mhm. Je trouve effectivement cette question de narration finalement s'installe. Pendant une heure, on assiste à la mise en place d'un pouvoir, on reste ébauché. Et c'est vrai que ce que vous dites sur les noms de fichiers, vous dites non save. Ouais. Et la deuxième question, c'était également par rapport au regard collectif. Finalement, on entend beaucoup de bruit du clavier, ces grosses touches en plastique, le clic, une pratique individuelle de travail sur les fichiers, un dialogue avec une IA, avec un persona d'amoureux flirty, etc. Et là, on a un regard collectif sur quelque chose qui est d'habitude individuel. Et je trouve ça très, comme si ça nous prévenait, le regard collectif nous prévenait de basculer dans ce que vous appelez une contamination dans la fiction. Mm. Et est-ce que c'était voulu, cette idée de proposer la solitude du travailleur numérique, finalement, à un regard collectif
Je pense que dans le personnage, il y a un peu de vrai aussi. Toute cette partie où il est bloqué pour faire son jeu, il a un peu un syndrome de la page blanche. C'est un peu ce que je vis des fois aussi devant mon ordi, même si heureusement ma compagne est là pour me tenir compagnie et mon chat Wikipédia est toujours sur mon clavier. Mais il y a un peu de ce côté-là aussi de montrer aussi c'est quoi l'envers du décor de toutes ces technologies-là, comment on fait de la 3D, comment on fait des trucs. Il y a un peu aussi de la jalousie, je pense, dans la mise en place du projet des gens qui font du live coding et qui font danser. Donc moi je fais de la 3D, ça fait pas trop danser, mais voilà, je me venge un peu autrement. Mais il y a aussi cette idée d'intime, c'est-à-dire d'un seul coup, l'espace de l'ordinateur, l'espace de temps de travail, l'espace de ce personnage qui peut-être par moment peut presque se radicaliser dans son rapport à sa solitude, s'enferme un peu lui-même dans sa chambre d'écho. Du coup, c'est aussi une manière de collectivement se dire comment ce type d'individu peut exister et puis tout doucement aussi être endigué par tous les outils qu'il utilise au quotidien vers ce truc-là, quoi. Je sais pas si j'ai répondu, mais c'est plus. Moi, j'ai une question qui va dans le sens de la réflexion, justement. Mhm. Est-ce que pour toi, ça nécessiterait qu'il y ait aussi une forme d'interaction avec le public qui soit peut-être différente de celle qu'on a eue ce soir? Alors, j'aimerais bien, je dois avouer par exemple que le moment du micro-ondes, tel que c'est écrit sur mon scénario, je suis censé essayer de vous faire voilà. Mais j'avais peur de flopper et vu qu'on n'est pas beaucoup, je me suis dit bon voilà. Donc oui, il y a des moments interactifs. Après, pour moi, le côté interactif, il viendrait plutôt de l'autre partie de la fiction qui sont les vidéos qui vont avec. Où là, il y aurait presque plus une sorte de. Enfin, elles sont très cryptiques volontairement dans leur écriture et du coup, il y aurait plus une volonté d'amener le spectateur à enquêter sur quelque chose, sur qu'est-ce qui est arrivé à ce personnage, pourquoi il est devenu comme ça, pourquoi il s'est enfermé là-dedans, qu'est-ce qui l'a amené là-dessus. Et tu veux dire en post-conférence après pour continuer? Ouais, après, ou une expo en même temps, ou voilà, ou sur Internet, il y a le QR code qui s'affiche. Après, les deux projets sont complètement, enfin pour moi, fonctionnent pas forcément ensemble. C'est plutôt, voilà, on va dire qu'ils font partie du Art Cave Universe, hein, mais pour paraphraser Marvel, mais voilà, pour moi, c'est plus, ça serait, enfin, l'interaction sur ce projet-là. Elle serait compliquée à amener parce que du coup, faudrait aussi faudrait créer un vrai dispositif pour que tous les spectateurs puissent prompter en même temps ou envoyer des fichiers 3D ou des choses comme ça. Et pour moi, je trouve que ce qui est important, c'est quand même que ce personnage, il s'enferme dans sa solitude et que finalement, même le côté à la fin qui est très long, même pour moi, hein, de mon côté, là, quand je fais Blender, quand je suis sur Blender, je me dis, oh là là, mon Dieu, mais ça doit être horrible. Il regarde quelqu'un en train de faire des trucs sans savoir s'il va s'arrêter à un moment ou non en se disant, mon Dieu, faut que je rentre, j'ai faim. Mais c'est un peu voulu aussi de ce truc-là, de plus ça va et plus c'est lent et plus c'est un peu, enfin pas chiant, mais en tout cas c'est un peu peut-être un peu chiant parce que du coup on est enfermé dans ce truc un peu lourd, quoi. C'est assez étonnant. Il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal en fait par rapport à une espèce de possibilité d'immédiateté des choses et tout à coup de faire sentir la lenteur. Ouais, la mélasse que ça crée. Finalement, il y a quelque chose qui ressort de la gravure, presque dans le. Oui, quand vous faites, quand vous créez les trucs, il n'y a plus de parole à la fin. Euh, Et vous mettez en spectacle la gravure. Ouais, C'est étonnant, quoi. c'est vrai qu'il y a de ça un peu de montrer un peu comment on obtient l'objet final, quoi. Après, ce côté un peu du temps et de la temporalité, c'est un truc aussi qui vient un peu de quand j'ai beaucoup expérimenté les IA et notamment j'ai essayé de vibe coder une partie de mon site web pour voir ce que ça faisait d'aller jusqu'au bout quand on code pas quelque chose et qu'on le laisse coder. Et en fait, je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à faire autre chose parce qu'en fait, j'attendais que ChatGPT, Mistral ou d'autres IA tournent. Et du coup, j'ai eu le temps de commencer à dessiner une BD pendant ce temps-là. C'est très long.
ce qui est très long aussi. Mais du coup, en fait, il y avait ce truc-là un peu paradoxal un outil qui était censé me faire gagner du temps avec la pratique et en essayant de le pratiquer sur un exercice aussi bête que le HTLM que je déteste pratiquer. Et ben en fait, on s'aperçoit qu'on perd du temps à certains moments aussi dans cette attente de génération d'images et ainsi de suite, et que peut-être que des fois j'irai plus vite à modéliser quelque chose. Par exemple, la fontaine, je suis presque sûr que vu que c'est que des formes rondes, c'est plus rapide à modéliser que à générer. Et cette bande dessinée pourrait rentrer dans le projet, enfin, elle est visible, Alors oui, elle vise à être visible. Alors non, c'est pas avec le projet, c'est complètement autre chose. C'est des bandes dessinées que j'ai commencé à dessiner parce que, comme je le disais dans la performance, et Camille qui est ici, avec qui on a fait notre TPE ensemble au lycée, peut en attester que je voulais devenir dessinateur de BD. Et en fait, c'est une pratique que je reprends à côté. Par contre, effectivement, là où c'est lié, c'est que c'est des courtes, on va dire des courtes nouvelles autour de l'IA, de principes de simulation, de est-ce qu'on est dans la matrice, on n'est pas dans la matrice. Mais ça n'a pas de lien, voilà. Et là, je vais commencer à les mettre en ligne, donc voilà. Ça fait partie de mes objectifs du mois de décembre. Mais voilà. Mais ça n'a pas vraiment de lien, c'était plus pour rebondir sur le côté, en fait, paradoxalement, les outils qui nous font gagner du temps, il faut remplir ce temps. Et du coup, comme le disait le monsieur, ce temps qu'on remplit, on le remplit en faisant d'autres trucs en même temps. Et donc, du coup, il y a aussi toute cette question-là de lancer assez de choses pour revenir et puis essayer de maintenir le public un peu alerte pour pas que ce soit juste on regarde tous ensemble le pourcentage monter, ce qui serait une autre forme de torture peut-être pour tout le monde. Mais voilà. Vous aviez une question? Oui, non, c'était pendant la discussion des narrations, pas des fictions, c'est-à-dire que on voit sur Internet quand même des objets qui sont finis, enfin dans le sens où l'aspect des procédures de construction n'apparaissent pas. Alors que là, l'intérêt en même temps le jeu, je crois que c'est qu'on voit la procédure de production en fait. Donc, C'est ça, ouais. il y a une espèce de narration avec capsuler cette procédure qui est lisible et qui devient finalement une espèce de suspense, effectivement, est-ce que ça fait longtemps, qu'est-ce que ça va produire comme image, etc. Parce qu'on pourrait imaginer cet objet sans cette partie, avec uniquement des qui apparaissent les uns sur les autres, comme une espèce de pseudo-film assez hybride finalement, parce que les matériaux sont composites, mais plus homogènes, donc sans le côté performatif finalement qui explique et qui découpe et qui déconstruit finalement l'objet. Donc bon, c'est une possibilité peut-être dans une autre version, c'est-à-dire d'avoir l'objet fini sans la partie procédure. Je pense pas. Enfin, en tout cas, il y a ces vidéos dont je parlais qui vont avec, qui sont dans le même environnement que cette espèce de ville qui continue à se construire. Là, je voulais laisser dans un stade, enfin, pour la performance, pour ce côté solitude, elle est volontairement inachevée, mais elle continue plus loin. J'ai eu d'ailleurs quelques bugs qui, je pense, sont dus un peu au fait que mon ordi a eu du mal à gérer le PC et la vidéo, mais voilà, normalement, ça ne lag pas, comme ça a pu le faire là. Mais non, je pense que ce qui est important pour moi dans cette performance-là, c'est justement ce côté-là, objet, où je sais pas moi-même où je vais arriver. C'est-à-dire qu'il y a aussi un truc où, bon bah là on a eu Élise, mais une autre fois où je l'ai présenté, c'était le banc pour être seul, il y avait l'IA a généré une sculpture déjà assise en train de pleurer, et donc du coup c'est devenu plutôt un support à, ok bah là maintenant en fait, l'IA m'a donné un truc, donc, parce qu'en fait, je pratique le théâtre d'impro à côté. Donc, elle m'a dit un truc, j'ai pas le droit de dire non. De toute façon, j'ai des personnes devant moi qui vont dire oula, t'as refusé ce qu'elle t'a demandé. Et donc, du coup, j'ai continué à produire avec ce truc-là de ok, voilà. Comme c'était pas prévu qu'il y ait ce jeune homme qui apparaisse avec, et du coup, bah, je l'ai coupé et ça a créé un truc un peu humoristique. Donc, pour moi, c'est plutôt toutes ces phases-là qui comptent aussi dans un peu l'histoire de ce personnage. Et en même temps, bah, cette espèce d'accident d'avoir le jeune homme sur l'image.
a fait que, enfin je dis que c'est un jeune homme, peut-être c'est pas un jeune homme, mais on sait pas. Mais en tout cas, a fait aussi que d'un seul coup, bah, ce personnage-là est devenu beaucoup plus méchant parce que bah, il arrive et il coupe la relation et il a pas peur parce qu'il veut être avec ce personnage. Enfin, il veut se créer une entité pour lui, quoi. Voilà. Oui, oui, oui. J'aurais une question. J'ai trouvé que pendant toute la performance, vers la fin en tout cas, Mhm. vous décrivez, on a un ralentissement, une solitude et des efforts pour rentrer dans la machine. Demander à la machine ce qui se passe de sortir de là, et vous finalement vous y entrez, et tout ça ils ont simplement du clavier, la caméra, il n'y a pas l'impression de faire prendre de choix. Et je me demandais, est-ce qu'il y a une possibilité dans la suite que les choses se fabriquent? On pense à la 3D évidemment, c'est-à-dire qu'on imagine en un claquement de doigts quasiment le modèle de l'Église de en 2 se retrouve matérialisé. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est aussi une possibilité à un moment donné De l'imprimer ou de... voilà, ce disque dur se matérialise par l'impression, enfin, c'est une question vraiment. Comme résultat à la fin de la performance, par exemple, comme garder une trace, parce que en fait, le fait de l'imprimer, le problème c'est qu'il faudrait anticiper tous les modèles, et donc du coup, le modèle que je sortirais serait forcément un peu différent de celui qui serait là. Donc du coup, moi je pense que ça casserait un peu la spontanéité de ce travail avec les IA, qui est aussi d'être un peu, bah, de se mettre en danger aussi en tant que personne qui utilise des outils de 3D, du numérique au quotidien, pas forcément des outils d'IA, mais en tout cas de se mettre en danger avec tout ça. Par contre, dans les choses que j'avais réfléchi, si ce projet devait continuer un peu à s'augmenter, c'est que par exemple, tout le moment du plat 3D, enfin du plat de lasagne, ça serait potentiellement d'avoir un micro-ondes quelque part avec un fantôme de Pepper et puis de faire apparaître l'image dans le fantôme de Pepper, d'avoir 2-3 objets un peu plus interactifs dans la mise en scène aussi pour enlever un peu le côté j'ai envie d'aller dormir qu'il peut y avoir à certains moments. Mais imprimer des objets, si en tout cas il doit y avoir des objets physiques ou des choses comme ça serait plutôt plus générique, quoi. Ce serait peut-être d'aller chercher des objets qui existent déjà, type dans ce qu'on appelle donc les waifus, typiquement une sculpture de Hatsune Miku qui est un Vocaloid, qui est donc un robot qui est un logiciel de Yamaha, qui est un logiciel pour chanter à la place de vraies chanteuses et qui fait des concerts, et ainsi de suite, et qui est la première waifu de beaucoup d'Ikakomori au Japon, et où on peut même acheter une sorte de boîte comme ça ressemble un peu à un ordi, de cette taille-là, avec un Paper Ghost dedans, puis elle réagit, elle envoie des SMS, voilà, elle, elle agit sur des choses. Mais en fait, dans l'idée, pour moi, il y a des choses qui sont à augmenter aussi dans la performance. Mais pour moi, à chaque fois que je la fais, je rajoute un truc. Donc c'est un peu un work in progress. Et puis un jour, bah, quand on me demandera plus de la faire, elle sera terminée, quoi. Voilà. Oui. Une question sur le performance et beaucoup des risques de l'IA du côté de l'utilisateur. Mhm. On force à la fois la solitude, à la fois les stéréotypes, jusqu'à ce que le personnage rentre dans l'IA pour aller chercher ce personnage qui n'est pas insensible. Est-ce que justement, dans votre travail, dans ce qui a été fait avant ou après, vous adressez le sujet des risques de la production de l'IA? Je pense notamment à la question de la solitude, de ce qu'on appelle les travailleurs du clic, de toute l'industrie en fait, de l'IA derrière, des enjeux. Alors, justement, dans la performance juste après qui s'appelle Third Wheel, c'est un peu cette question-là, où le personnage que je joue, donc c'est toujours un peu un seul en scène avec IA, est en train d'entraîner une IA à jouer à un jeu qui s'appelle Love Plus, qui est la première entité virtuelle avec laquelle un humain s'est marié. Donc il y a aussi ce côté performance, et ainsi de suite. Et notamment, il est question de tout ce truc de l'entraînement, qui entraîne les IA, pourquoi. Là, on est sur un personnage qui est dans le nord économique et qui subit la volonté d'une start-up américaine d'entraîner une IA sur des jeux de séduction. Et du coup, en fait, via là, je parle aussi de tout ce qui est justement faire ma clique et toutes les monstruosités qui sont vues par ces personnes qui malheureusement travaillent pour ChatGPT et tutti quanti, quoi. Donc oui, c'est un truc qui m'intéresse, avec toujours bah, en fait, un peu cette idée que le capitalisme c'est méchant,
et que les startups nous manipulent. Mais bon, ça c'est un peu, voilà, quand on travaille dans le numérique, c'est un peu le sacerdoce. Est-ce que tu arrives à quantifier le temps de ta conception? En temps de production? En semaine ouvrée ou en heure pure? Bah, je sais pas trop. Je pense qu'il y a bien 2 semaines de travail, ouais, on va dire à temps complet sur la performance, entre la création des assets du jeu, les temps de répétition, l'écriture et les tests aussi, parce que du coup, il y a des trucs que je suis un peu obligé de tester. Là, par exemple, je me suis raté dans le choix de mes images. Normalement, à cause du stress, mais normalement, j'essaye de toujours prendre des images carrées pour entraîner le modèle qui reproduit des cerveaux bleus pendant tout le long de la performance. Bon, bah là, j'ai dû faire 100, mais du coup, il y a aussi un peu ce temps de travail-là. Là où j'ai le plus pris de temps, c'est aussi sur le fond d'écran qu'on voit presque pas, du coup, qui lui est fait exprès, généré avec beaucoup d'IA, mais beaucoup de retravail. Et là, ce qui a été compliqué, ça a été plutôt en gros, le fond d'écran, et je l'ai d'abord dessiné, et ensuite j'ai choisi tous les éléments qui allaient composer un peu cette chambre qui va nous donner une personnalité au démarrage, quoi, de ce personnage qui visiblement a des haltères. Bon, si c'est moi, ça veut dire qu'il s'en sert pas tant que ça. Il y a 2 consoles de jeu dans le fond dont je parle. Voilà, il y a cette télé qui est machin, ce ventilateur, enfin bref, toutes ces figurines, tout ça. Donc il y a eu un peu de travail de curation, de se dire, ok, il faut des figurines pop, faut ci, faut ça. Donc du coup, ça, on va dire que là, il y a eu beaucoup plus de temps de travail sur le jeu. Puis après, finalement, les répètes, c'était peut-être beaucoup moins. Ça s'est senti, j'ai un peu fait mais voilà.